Bonjour tout le monde, je m'appelle Géraldine Vullier, je suis co-créatrice de la fresque de la biodiversité et présidente de l'association Fresque de la biodiversité. Rapidement, la fresque de la biodiversité, c'est un outil qui est inspiré de la fresque du climat, qui fonctionne plus ou moins sur les mêmes principes et qui a vocation à expliquer ce qu'est la biodiversité et pourquoi c'est un enjeu majeur. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va parler de biodiversité. Je vais vous expliquer ce qu'est la biodiversité. Je vais vous expliquer surtout que la biodiversité, c'est... En fait, les pandas, on s'en fout. Alors, ça me fait une réputation horrible parce que les gens sont persuadés que je déteste les pandas. J'adore les pandas. Mais en vrai, nous, ici, aujourd'hui, les pandas, on s'en fout. Et ça, je rebondis sur cette question sur quid de si les Chinois ne bougent pas. Et si les Chinois font disparaître les pandas, on aura moins de gifs à mettre dans nos présentations, moins de photos un peu marrantes, mais en soi, on s'en fout. Le zoo de Beauval aura peut-être un peu moins de revenus. La biodiversité, elle a plusieurs problèmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image qui est beaucoup sortie pendant le premier confinement, où on voyait quelqu'un qui se lave, enfin, il y avait le petit lave-toi les mains, puis donc la crise Covid, la récession, le changement climatique et la grosse vague de la biodiversité. Le problème de la biodiversité, c'est que tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout. C'est un sujet qui... Alors, le changement climatique, c'est entre 1 et 2% de la couverture médiatique. La biodiversité, c'est 8 fois moins. Pour autant, ce n'est pas 8 fois moins important. Au contraire. C'est un sujet dont tout le monde se fout pour plein de raisons. Alors, pas tout le monde, hein. Ici, je sais que ce n'est pas votre cas. J'ai fait des fresques de la biodiversité, en plus, pour les Glénans, et c'était vraiment des très, très bons moments. Mais c'est un sujet. C'est un sujet qui est plus complexe, parce que moins facile à expliquer, parce que moins linéaire. On ne peut pas dire on prend tout, on met en équivalent quelque chose, on fait des tableaux Excel et on voit ce qu'il en sort et là où on doit augmenter, diminuer. On ne peut pas le faire parce que la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas de métrique unique, il y a énormément d'inconnus. Et en fait, le sujet de la biodiversité, c'est aussi que pour sauver la situation, il faut qu'on interroge notre rapport au vivant et les modèles philosophiques sur lesquels sont basées nos sociétés, et ça demande un très 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 gros effort. Mais donc, longue introduction, je vais vous expliquer plein de trucs, et je vais essayer de rendre ça un peu sympa. La biodiversité, l'érosion, c'est pas drôle, mais la biodiversité, c'est quand même un peu fun. Bon, déjà, des chiffres. Pourquoi je vous ai mis des chiffres? Parce qu'en fresque, on nous dit beaucoup, surtout les gens, enfin, je ne pointe pas du doigt, mais les gens qui ont fait des fresques du climat et qui sont ingénieurs, ils attendent des chiffres. Ils nous disent tout le temps que dans notre fresque, il n'y a pas assez de chiffres, que ça serait bien pour avoir des ordres de grandeur d'avoir des chiffres. Alors je vous ai mis des chiffres. Ces chiffres, ils correspondent à des trucs. 25%, c'est le pourcentage des espèces qui pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle si on ne change rien. Voilà. Bon. 1 million, c'est le nombre d'espèces actuellement menacées, plantes et animaux. On ne compte pas les micro-organismes, on ne compte pas les champignons, mais il y a 1 million d'espèces qui sont aujourd'hui menacées dans le monde. Le 70%, il représente les populations de moineaux, l'état des populations de moineaux domestiques à Paris. Les populations de moineaux domestiques à Paris ont baissé de 70%. Je ne sais pas si vous connaissez la liste rouge de l'UICN. C'est une liste qui dit, voilà, les espèces en danger. D'habitude, sur cette liste, on trouve les pandas, les tigres, les baleines, des grands animaux emblématiques. Le moineau domestique, ce petit moineau qui vient piquer vos miettes de croissant, est sur la liste rouge de l'UICN en Île-de-France. Il n'y a plus de moineaux. 10%, c'est le nombre d'espèces végétales utilisées pour la médecine qui sont actuellement en voie de disparition. Sachant que dans la biodiversité, alors Cédric, tu disais tout à l'heure, les moments où la population pourrait baisser, guerre nucléaire, et tu as dit un autre truc, je ne sais plus, catastrophe climatique. Et il y en a une autre, les pandémies, les seuls moments dans l'histoire de l'humanité où la population a baissé, c'est la peste noire et la grippe espagnole. Ce sont des pandémies, on en sort, et je vous conseille l'excellent livre « La fabrique des pandémies » pour comprendre qu'en fait, on n'en sort pas tellement. Alors, 62 milliards. 62 milliards, c'est le nombre de poulets qui ont été tués et mangés en 2014. Dans le monde.
62 milliards de poulets. 8 milliards, c'est nous. Voilà. 254, ah oui, j'allais l'oublier celui-là. 254, c'est le nombre de rivières. En fait, il y a 254 rivières dans le monde qui ont été analysées. Et sur ces 254 rivières, il y en a 3 dans lesquelles il n'y avait pas de résidus médicamenteux. 2 au Nicaragua et 1 en Islande. Toutes les autres avaient des taux de résidus médicamenteux importants. Dans plus d'un quart des cas, ça mettait en danger la faune sauvage. Les poissons ont des mêmes systèmes endocriniens que les humains. On conseille aujourd'hui aux femmes enceintes de ne pas manger plus de 2 fois du poisson par semaine à cause des perturbateurs endocriniens. Dans les résidus médicamenteux qu'on trouve le plus, c'est la nicotine, le paracétamol et la caféine. 178%, c'est la surface de terres émergées qu'il faudrait pour nourrir toute la population mondiale si on mangeait tous comme des Américains. Aujourd'hui, c'est 1/3 des terres émergées qu'il faut pour nourrir toute la population. Si on mange tous comme des Américains, il faut 178%. C'est pas qu'une question de nombre de personnes, c'est aussi qu'en fait, on est un peu tous trop gros. Oh, je pointe personne du doigt. 40 milliards de dollars, c'est ce que coûte l'érosion des sols aujourd'hui, chaque année, dans le monde. Ça fait un petit billet pour l'érosion des sols. Et j'ai deux chiffres un tout petit peu plus sympas. 951, c'est le nombre d'espèces d'abeilles qu'il y a en France. On entend beaucoup les abeilles domestiques, et les abeilles domestiques, c'est comme les pandas. Non, enfin, c'est pas comme les pandas, c'est important, si elles disparaissent, ça va être embêtant. Mais c'est 1% des abeilles, les abeilles domestiques, qui font du miel et qui sont un porte-drapeau de la biodiversité. Il y a 951 espèces d'abeilles en France, et il y en a, pour les figuiers, par exemple, ils sont pollinisés par une guêpe, une seule espèce de guêpe. Si elle disparaît, il n'y aura plus de figues. Et si les figuiers disparaissent, il n'y aura plus de guêpes. Et enfin, 6000, je vous ai mis ce chiffre, 6000, c'est le nombre d'espèces de coccinelles qu'il y a dans le monde. C'est autant que le nombre d'espèces de mammifères. Il y a 6000 espèces de coccinelles dans le monde. C'est beaucoup. Les coléoptères, c'est la dinguerie. C'est un truc incroyable, les coléoptères. Regardez des trucs sur les coléoptères, c'est fou. Il y a aujourd'hui 2 millions d'espèces qui sont connues. Il y en a 1 million qui est en danger. Et on estime qu'on n'en connaît pas entre 8 et 12 millions. 8 à 12 millions sont encore à découvrir. On en découvre entre 16 et 18 000 par an. Alors malheureusement, on ne découvrira plus des beaux tigres, des beaux lynx et des belles baleines. C'est plutôt des insectes, des coléoptères et des plantes. Mais ça vous donne une idée de ce que ça représente. Et nous, on est une espèce parmi ces 2 millions. Et c'est 12 millions à découvrir. Alors, la biodiversité, ça n'est pas que des espèces. C'est aussi... En fait, je regarde le temps juste, mais... j'ai des questions pour vous, en fait. J'ai des questions pour vous. Parce qu'on a l'impression que voilà, la biodiversité, c'est autour de nous, c'est le paysage de nos vies et tout ça. Donc, j'ai plusieurs questions pour vous. Première question, est-ce que quelqu'un a déjà bu un petit apéro à base d'alcool ou sans alcool au soleil en terrasse, à main levée? Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà réfugiés dans un parc parce que c'était la canicule et qu'ils voulaient un peu de fraîcheur? Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà mangé un truc? Qui ont utilisé du velcro? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont rigolé tout à l'heure quand il y a eu une photo de grenouille et ensuite des éléphants et des dinosaures? Voilà. Je pourrais vous poser un milliard de questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu les Fables de La Fontaine, qui ont vu les tableaux de Monet? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont soignés, qui ont déjà choisi un shampoing en fonction des produits qu'il y avait dedans, genre camomille parce que ça va me faire des jolis cheveux blonds? Qui a déjà choisi du parfum à cause des parfums qu'il y avait dedans? Il y en a qui boivent du café, du chocolat, qui mangent du chocolat, pardon, qui boivent de la tequila. Eh bien alors vous êtes dépendant de la biodiversité. Je suis désolée de vous le dire. Vous avez aussi un système intestinal fonctionnel. Vous êtes dépendant de votre biodiversité interne. On ne peut pas s'en séparer. On a besoin de la biodiversité. La biodiversité, elle est liée à
l'intégralité de nos activités. Déjà, en fait, c'est ce qui nous permet d'être vivants, juste, déjà, c'est pas mal. Il y a plus de 3/4 des espèces qu'on cultive pour notre alimentation qui dépendent des pollinisateurs. En volume de ce qu'on mange, ça représente 1/3 du volume. Ça veut dire que le jour où il n'y a plus de pollinisateurs, vous n'allez pas mourir de faim, vous mangerez des pommes de terre. Par contre, vous allez perdre vos dents. Vous aurez le scorbut. Vous allez être hyper, enfin vous et moi, hein, hyper carencé en vitamine A notamment. Et puis, vous serez dépressif parce que sont pollinisées les amandes, le cacao, le café et la tequila, pollinisée par une chauve-souris. Puis vous serez tout nu aussi parce que le coton est également pollinisé. Donc comme ça, on sera édenté, dépressif et tout nu. Un monde sans pollinisateurs, ça va être chouette. Alors avec le changement climatique, remarque, ce sera peut-être plus pratique d'être tout nu. Mais ces services, enfin tous ces liens au vivant, on appelle ça les services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est ce que nous donne la biodiversité, enfin ce qu'on prend dans le vivant, mais c'est aussi tout ce que la biodiversité permet pour elle-même. Un macareux qui va pêcher des anchois s'approvisionne en nourriture. Une cigogne, pour faire son nid, elle va aller chercher des matières premières. Les grands singes, ils connaissent plus de 100 espèces de plantes différentes pour se soigner. Les vaches, quand il fait chaud, se mettent sous des arbres, elles profitent de la régulation de la température. Il y a des services de régulation, ce qui nous permet d'avoir une eau filtrée, de l'air respirable, d'une température agréable, de ne pas marcher sur des déchets partout aussi, puisque vous avez des bousiers, c'est aussi des coléoptères, vraiment incroyable ces coléoptères. D'avoir un sol fertile, d'avoir des pollinisateurs. Vous avez des services matériels, donc des ressources en énergie, en matières premières, en médicaments et en nourriture, bien évidemment. Et des services non matériels, notamment l'inspiration, le bien-être mental, mais aussi le fait qu'on aille faire de la voile dans des endroits extraordinaires parce que c'est beau. Et en fait, si c'est beau, c'est parce qu'il y a du vivant autour et que les paysages sont beaux parce qu'ils sont façonnés par la biodiversité. Et donc, on a une dépendance pour notamment les activités de tourisme aux services immatériels de la biodiversité. Ces services immatériels, ils profitent aussi au reste du vivant. Les ânes, quand ils sont seuls, ils font des dépressions nerveuses. Ils ont besoin d'avoir du vivant autour d'eux. Les mésanges, pour faire leur nid, elles suivent la mode. Elles vont aller regarder ce que font leurs copines, elles vont faire la même chose, sans que c'est forcément de sens pour une meilleure reproduction. Les orques sont une espèce incroyable. Et un peu con. Mais les orques, il y a des orques adolescentes, une orque adolescente qui se promenait dans l'océan avec un saumon mort sur la tête. Toutes ses copines ont fait la même chose. On ne sait pas pourquoi elles font ça, c'est les orques. J'ai une bonne histoire sur les orques, mais qui va moins plaire aux hommes qu'aux femmes. Les orques, c'est des sociétés matriarcales, et les femelles orques peuvent vivre jusqu'à 80 ans, et elles ont une ménopause. C'est une des rares espèces mammifères qui a une ménopause à 50 ans. Et ensuite, elles font leur vie, elles meurent à 80 ans. Quand la mère meurt, l'espérance de vie de leur fils diminue fortement, parce qu'ils ne savent pas où il faut aller chasser, comment trouver le poisson. Ils sont un peu débiles. C'est des fils à maman, les orques. Il y a 1 milliard d'histoires dans la biodiversité, dans le vivant, et ça, c'est pour vous expliquer qu'en fait, on en dépend, on en fait partie, et que la biodiversité, c'est pas juste un joli paysage qui nous permet d'être au calme quand on est à la campagne, et tout ça. C'est jamais calme, les campagnes. Donc, cette biodiversité, c'est le tissu du vivant. Je vous explique rapidement ce qu'il y a dans cette biodiversité. En fait, c'est un gros mot, un peu scientifique, pour dire la diversité des écosystèmes, donc la diversité des milieux, des déserts, des forêts, des lacs, une prairie, vos intestins, un récif corallien, la baie de Saint-Brieuc. Enfin, donc, diversité des écosystèmes, diversité des espèces, dont on a déjà parlé tout à l'heure, diversité génétique, le fait que dans le vivant, il y ait des différences génétiques comme il y a des différences génétiques entre vous tous dans cette salle, et diversité des interactions. La diversité des interactions, c'est super important. En fait, avoir gardé toutes les graines de toutes les plantes du monde dans un frigo et se dire on a sauvé les plantes, n'est pas ce qu'on appelle sauver la biodiversité. De la même façon, si vous mettez tous vos animaux du monde dans un zoo en disant c'est bon, bah non, c'est pas bon. Il faut des interactions. Ces interactions, c'est la chaîne alimentaire,
très simple, mais vous avez aussi des symbioses, donc des espèces qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Typiquement les arbres avec leurs champignons, le corail avec la zooxanthelle. Vous avez des relations de mutualisme ou de coopération, les poissons clowns dans les anémones par exemple, vous avez les poissons pilotes aussi avec les requins, les pique-bœufs avec les vaches. Vous avez des relations de compétition, donc les deux qui se battent pour le même bout de gazelle, par exemple les hyènes et les lions. Des relations de parasitisme et ma préférée, le kleptoparasitisme. Le kleptoparasitisme, c'est une relation, c'est en fait des espèces qui se sont spécialisées dans le fait d'aller piquer la nourriture des autres. Il y a des oiseaux, les labes, le grand labe notamment, il fait ça, il va harceler les mouettes jusqu'à ce qu'elles lâchent le poisson, plutôt que d'aller lui-même le pêcher. Il y a des coléoptères encore, qui visent des plantes et puis leurs petites larves vont s'accrocher aux abeilles pour être transportées dans leur nid et ensuite manger tout le nectar. Il y a aussi toutes les personnes qui vous piquent vos frites à la cantine, kleptoparasites. Cette biodiversité, elle vit vraiment grâce à ces interactions. C'est pour ça que dans les enjeux de destruction de la biodiversité, il y a l'enjeu de la fragmentation des habitats. Quand on laisse les lumières allumées toute la nuit dans les villes, les chauves-souris peuvent plus se nourrir, elles peuvent plus se rencontrer. Quand on trace des autoroutes ou qu'on met des barrages sur les rivières, les espèces peuvent plus se déplacer. Si elles peuvent plus se déplacer, elles peuvent plus potentiellement aller se nourrir, elles peuvent plus entrer en interaction. Et aussi, elles perdent la diversité génétique, parce que dans le vivant, comme chez les humains, on ne se marie pas avec ses frères et sœurs. Donc il faut qu'on puisse se déplacer pour faire des bébés. Cette biodiversité, c'est vraiment le tissu du vivant, et ce tissu du vivant, cette biodiversité, elle arrive à grands pas vers sa 6e extinction de masse. On parle de la 6e extinction. Il y a eu, la dernière, c'était les dinosaures. Nous, on n'a jamais survécu à une extinction, on est issus d'une extinction. Et aujourd'hui, on parle de 6e extinction de masse. On dit qu'on n'y est pas encore, mais on y va assez franchement. Je vous disais tout à l'heure, 25% des espèces pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. Donc, on a ce truc qui est la biodiversité, qui est hyper riche, où il se passe énormément de choses, dont on fait partie, parce que nous sommes une espèce, et dont on dépend, parce que ça nous nourrit, ça nous permet de respirer, ça nous permet d'être en bonne santé, ça nous permet, voilà. Et on est en train de la détruire. Devant vous, ce sont les 5 causes majeures de l'érosion de la biodiversité. Il y a des cartes plus grosses que d'autres parce que ces causes, elles sont dans l'ordre d'importance. Les 2 premières causes d'érosion de la biodiversité, c'est la destruction et la fragmentation des habitats et la surexploitation des ressources naturelles. Par surexploitation des ressources naturelles au sens de 2e cause de l'érosion, on parle du prélèvement excessif des espèces dans leur milieu. Cette cause-là, c'est la première cause de l'érosion de la biodiversité dans les océans. On pêche trop de poissons. 1/3 des poissons sont actuellement pêchés à des niveaux dépassant leur capacité de renouvellement. 2/3 sont pêchés, quasiment 2/3, à des niveaux maximales durables. C'est-à-dire que si on augmente, c'est surpêché. Et il y en a 10% qu'on n'arrive pas à attraper, donc ils sont sous-pêchés. La destruction des habitats, elle est extrêmement liée à nos modèles agricoles. C'est la déforestation, c'est le changement d'usage des sols pour faire des prairies au Brésil pour nourrir les bêtes ou pour faire des cultures de soja au Brésil pour nourrir les poulets, les fameux 64 milliards de poulets qu'on mange, nous. C'est pour le cacao, c'est pour le café. Il y a aussi dedans l'artificialisation. Quand on dit le problème, c'est qu'on est trop nombreux, en France, l'urbanisation croît 4 fois plus vite que la population. Le tourisme, qui va plutôt rentrer, il rentre un peu dans tout le tourisme aussi, mais beaucoup de pollution, les espèces exotiques envahissantes, le changement climatique. La population mondiale, elle a été multipliée par 2 ou 3 depuis 1950, si je ne me trompe pas. Le tourisme international a été multiplié par 50. Ce n'est pas qu'une question de population, c'est une question de comment on vit. Donc ces 5 grandes causes, elles sont liées à nos modes de vie, elles sont liées à nos choix de consommation. Ce sont des causes directes, mais il y a les causes indirectes qui viennent juste au-dessus. Ces causes indirectes, c'est les choix de modèles économiques, c'est l'homogénéisation. L'homogénéisation, c'est un concept qui est extrêmement intéressant parce que c'est tout ce qui est lié de près ou de loin à l'industrie. L'industrie, on va penser les industries lourdes, non, industrie de l'alimentation, l'industrie de la restauration, l'industrie de la mode, l'industrie du tourisme, l'industrie de la culture. On aurait pu appeler ça l'effet Netflix. Quand Le Monde de Nemo est sorti, vous avez vu Le Monde de Nemo?
Le poisson clown a failli disparaître. Alors, ma théorie, c'est que les gens sont cons, mais je ne peux pas trop le dire. Le film dit « N'ayez pas de poisson clown dans votre cuisine ». Les gens regardent le film, achètent des poissons clowns pour mettre dans leur cuisine. Bon. Étretat, magnifique ville de la côte normande, est victime du surtourisme à cause de la série Lupin. L'Aiguille creuse, ça fait quand même des dizaines d'années que c'est sorti. Bon, les gens l'ont pas lu. Mais la série Lupin précipite les gens à Étretat. Ça a des énormes impacts sur les populations, ça a des impacts sur l'environnement. J'imagine que si un film est tiré et joué à Fort Cigogne, bon après c'est plus difficile d'accès, mais le surtourisme à Fort Cigogne, ça va pas être très marrant non plus. On a vraiment, cette homogénéisation, elle est extrêmement liée à nos décisions d'achat en fait. Pourquoi on fait les choses qu'on fait? Pourquoi on décide d'aller dans cet endroit-là? Est-ce que c'est parce qu'on veut, comme à peu près les 50 autres millions de personnes qui l'ont fait, poster la photo d'un point de vue sur Instagram? Est-ce que c'est parce qu'on veut ressembler aux gens? Enfin, je ne porte pas de jugement, hein, mais il y a un moment où il faut qu'on s'interroge sur ce qu'on veut faire, comment on agit, comment on achète. Voilà. Vous avez ces 5 causes et je voulais juste vous les reteniez dans l'ordre parce que ces 2 premières-là, c'est vraiment la moitié de l'érosion de la biodiversité. Ensuite, on a le changement climatique, il y a des petits effets qui se coulent sur toutes les autres causes. Les pollutions, c'est tout type de pollution. Et les espèces exotiques envahissantes, elles sont aujourd'hui liées au transport, principalement au transport. On transporte intentionnellement ou accidentellement des espèces. Dans les milieux marins, il y a des enjeux avec les algues, il y a des enjeux, là c'est la pyrale du buis. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vivent un peu c'est plutôt dans l'est du pays, mais la pyrale du buis, c'est une chenille qui s'attaque au buis. Ça a été, moi qui suis bourguignonne, ça a été un énorme problème pour nous, mais dans les jardins à la française, ça a été un problème. Ça a été un problème dans le Jura. Dans le Jura, il y a une entreprise qui, c'est pas du tout drôle, pardon, dont l'économie a été l'activité a été très impactée par la pyrale du buis, parce que c'est sa matière première. C'est le leader français du cochonnet pour la pétanque. Pyrale du buis, moins de cochonnets, moins de pastis, moins d'apéros, plus de dépression. Encore une fois, érosion de la biodiversité, dépression. Voilà. Donc, vous savez, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Okay. Ces 5 grandes causes, et elles vont avoir des conséquences que je vous épargne là, mais qui sont grosso modo perte de production agricole. En fait, ça met en cause l'érosion, ça met en danger la biodiversité, donc tous les services qu'elle nous apporte. Et donc, c'est plus de pandémies, plus de ravageurs, moins de nourriture, moins d'options pour notre avenir, moins de choix aussi, des scénarios plus contraints, et puis après, guerre, famine, déplacement de population, stress hydrique, tout ça. Voilà. Alors, je vous ai mis c'était une fresque qu'on a fait au Glénan, ils avaient fait le petit bateau avec ce joli « Quand les mouettes ont pied ». Il y a plein d'expressions françaises qui viennent aussi de la biodiversité. Rapidement, les Glénans ont il y a plein d'enjeux sur la biodiversité parce que vous êtes des lieux où les gens viennent aussi pour le vivant. Il y a des enjeux sur l'alimentation, Céline en a parlé tout à l'heure. Vous avez des enjeux sur le mouillage, vous avez des enjeux sur le transport des gens. Mais ça veut dire aussi que vous avez une force d'action parce que en fait, vous pouvez jouer sur ça. Alors, planter des fleurs dans l'eau, c'est plus compliqué, mais sur cultiver l'émerveillement. Et en fait, ça a l'air de rien, l'émerveillement, mais c'est vraiment la première étape indispensable pour s'intéresser à la biodiversité. Alors, le commando Cousteau disait on ne peut pas protéger les choses qu'on n'aime pas. En fait, il y a un sujet qui est qu'aujourd'hui, on est tellement déconnecté de la biodiversité qu'on ne se rend pas compte à quel point on en a besoin, à quel point on en fait partie, à quel point on est directement lié à cette biodiversité. Et vraiment, il y a plein de façons il faut s'intéresser à son impact, aux impacts de ses activités, aux dépendances de ses activités à la biodiversité. Il y a plein de façons de le faire. Le premier truc, c'est qu'il faut quand même vraiment réduire sa pression sur les 5 grandes causes. Il faut recréer les conditions du vivant, il faut laisser la place, il faut lui permettre de revenir si on veut avoir une biodiversité riche. Il faut contribuer à la connaissance sur cette biodiversité, il faut la désinvisibiliser, participer aux sciences participatives, faire de la sensibilisation, raconter des histoires aux gens. Il y a plein j'ai pas le temps, mais j'aurais pu vous raconter l'histoire du crapaud qui est devenu cannibale, par exemple, qui est une assez bonne histoire, ou de comment
papillon a disparu des prairies d'Angleterre à cause de la myxomatose qu'un chercheur français a inoculé aux lapins qui mangeaient de ses choux dans son jardin et qui ont décimé 90% des lapins de Garenne en Europe. Bravo, ne faites pas ça, inoculez pas des maladies aux animaux sauvages qui sont dans vos jardins. Donc réduire sa pression, recréer les conditions du vivant, contribuer à la connaissance sur la biodiversité. Et le dernier, c'est vraiment de cultiver l'émerveillement. Regardez le vivant autour de vous, il y en a plein. La biodiversité en ville, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a plein d'oiseaux, il y a des moineaux, il y a des faucons à Paris, il y a des oiseaux de ouf en plus. Sur les bases, autour de chez vous, apprenez à reconnaître les fleurs, apprenez à reconnaître les champignons, ça vous évitera de mourir. Pardon. Apprenez à juste regarder, écouter le chant des oiseaux, apprenez à les reconnaître, ou juste vivez une expérience un peu émotionnelle avec le vivant. Non seulement c'est chouette, ça rend heureux, mais en plus c'est bon pour la santé, les taux de stress diminuent, les maladies progressent moins vite, le vivant c'est la vie, hein, donc voilà, émerveillez-vous. J'ai fini.